Merci Martine. De toute façon, on va pouvoir, je pense, revenir sur certains aspects de la présentation. Il y a eu quelques bugs. Karine est désolée, mais son ordinateur ne voulait pas passer les slides comme il voulait, comme elle voulait. Donc, bon, ça a été un petit peu. Je pense que ceux qui ont des plus de difficultés à suivre, vous pouvez revenir sur certaines questions s'il y a des choses qui n'ont pas été totalement comprise. Alors, on a plusieurs questions donc dans le chat qu'on va prendre sur une quinzaine de minutes. Je vais essayer de les regrouper quand elles sont thématiques. On a d'abord une question sur vraiment spécifique au travail forcé, au travail des enfants, pour resituer un peu cette problématique. Euh, Quelles sont les filières produits, les pays sur lesquels ces deux sujets sont les plus sensibles, d'après vous, Martine? Euh, voilà. Et alors, on peut resituer peut-être aussi la qualification un peu de travail des enfants et de travail forcé, peut-être par rapport à ce qu'on entend évidemment derrière ça, parce qu'il faut aussi resituer l'agriculture familiale dans tout ça. Ça, c'est une première question. Je regroupe un tout petit peu avec deux autres questions, celle d'Aruna qui, euh, qui demande pourquoi finalement, malgré toutes les conventions qu'on a aujourd'hui, etc., on n'a pas forcément toujours les résultats optimaux et je pense qu'on peut faire le lien justement entre le texte et la pratique. Ça peut être intéressant. Et j'ajoute une question qui était plutôt de mon côté, de savoir justement comment, pour passer à la pratique, on arrive à convaincre finalement le fournisseur de changer certaines choses. Voilà. Est-ce qu'on peut aborder déjà ces premières questions, Martine? Je Oui. peux les répéter Vous hein, si besoin. m'entendez? Non, non, ça Oui, y est, très bien. c'est bon. Donc déjà, les définitions, c'est vrai que j'aurais dû commencer par là, et je commence toujours par là, et là, je l'ai pas fait. Dans la slide de 25, si vous voulez la repasser, il y a une définition du travail des enfants et la limite juridique de la définition du travail des enfants. Vous avez posé aussi une question, je vais bien sûr revenir là-dessus, mais vous avez posé une question intéressante sur le fait des petites fermes et la problématique. Est-ce que c'est du dans l'agriculture familiale, est-ce qu'on a du travail des enfants ou pas? Et est-ce qu'on peut considérer, qu'est-ce qu'on fait? Et la notion de la loi à l'application sur le terrain, quelles sont les difficultés? Alors sur le travail des enfants et après je passerai rapidement sur le travail forcé. Sur le travail des enfants, le travail normalement c'est l'OIT dit 15 ans, 18 ans, de 15 à 18 ans, on ne doit pas faire de travaux dangereux pour la santé, la moralité et cetera de l'enfant. 14 ans, dans certains, pays à condition que ça soit, validé par les États et il peut y avoir du travail, léger entre 12 et 14 ans. C'est là où il est problématique parce qu'on ne sait pas définir ce qu'est le travail léger. Mais ce qu'on oublie, ce que font beaucoup d'entreprises, c'est qu'elles regardent simplement l'âge. Or, ne pas faire travailler un enfant jusqu'à 18 ans parce qu'on ne veut pas être embêté dans certains secteurs, c'est un peu criminel et c'est en tout cas pas de la RSE puisque, on ne regarde pas l'impact qu'a l'entreprise aujourd'hui et demain sur les personnes, mais le risque qu'on a nous, entreprises, juridiques et c'est pas ce que demande non plus la loi et l'esprit de la loi, c'est pas ça. L'esprit de la loi, de la convention 182, c'est de protéger. C'est pas de je me débarrasse de ça parce que je veux pas avoir de problème juridique. Donc ça, c'est déjà une chose. Ce que dit l'article 3 de la convention 182, c'est, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. C'est un peu ce que je vous disais sur, 18-15 ans, les âges et concrètement, ça veut dire quoi l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est tout l'objet du document que l'on a écrit sur la prévention du travail des enfants et que si vous vous engagez à le lire et à nous faire des commentaires, on le partage. Euh, et du coup, par rapport à ça, se pose la question, c'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant? Et quand on est dans des petites fermes, le fait de dire les familles pauvres ont besoin, ce qu'on entend tout le temps, ont besoin de la contribution financière des enfants pour survivre. Les enfants doivent travailler à cause de la pauvreté.
Est-ce que ça, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, sachant que c'est ce qu'on entendait, par exemple, en France en 1841 à l'Assemblée nationale, on ne peut pas abolir le travail des enfants parce que les familles en ont besoin. Mais on a travaillé là-dessus et il y a eu les allocations familiales, etc. Et les enfants vont à l'école. Et une école, pas une école pour aller à l'école, mais une école qui leur permet de construire un avenir. Et ça, c'est trop long pour en discuter là, mais c'est vraiment le slide que je voulais montrer, que vous aurez, page 26, c'est quand on travaille sur le travail des enfants, c'est quel est le système éducatif et d'apprentissage, les tâches qu'ils peuvent faire, mais aussi quelle valeur ajoutée trouve le jeune, même entre 15 et 18 ans à ce travail, et quelle valeur ajoutée il trouve à l'éducation. C'est-à-dire qu'entre s'il y a un salaire à la tâche et que si le modèle d'éducation donné aboutit à une impasse, je ne sais plus comment c'est en Côte d'Ivoire, mais par exemple en Côte d'Ivoire, il y a une dizaine d'années, il y avait un goulot d'étranglement à partir du CE2 pour aller au collège. Et du coup, les parents ne trouvaient pas d'intérêt à envoyer les enfants alors qu'ils ne pouvaient pas aller continuer leurs études. Donc, il faut qu'ils trouvent une valeur ajoutée. Et c'est pour ça que le modèle éducatif et l'apprentissage doit être vraiment étudié. Ça, et pour les petites fermes, ben, c'est vraiment long, mais en fait, en résumé, si on dit les petites fermes, les enfants peuvent travailler, ça veut dire que toutes les multinationales peuvent travailler avec les petites fermes et du coup, elles n'auront pas de problème sur le travail des enfants. C'est un peu ce qui se dégage aujourd'hui. Les petites fermes, on doit les accompagner, c'est encore plus dur parce que 70% des enfants travaillent dans les petites fermes. Et quand ils travaillent pour une multinationale, pour le café par exemple, c'est de l'agriculture commerciale, c'est comme si les enfants étaient dans une usine. Donc, il faut travailler avec eux sur l'apprentissage, comment passer du travail à l'apprentissage et comment cet apprentissage peut se transférer sur les agricultures vivrières ou autres, mais sur les agricultures commerciales, on peut travailler sur le sol, c'est pour ça que je vous parlais du sol, qui va permettre l'agriculture vivrière, mais qui ne soit pas du travail. Donc, c'est tout ce et qui valorise aussi les parents, parce qu'on ne peut pas sortir les enfants sans valoriser les parents. Donc, voilà. Et ensuite, sur le travail forcé, il y a 11 indicateurs de travail forcé donnés par l'OIT. On l'a regroupé en 4. Le consentement libre et éclairé, s'il n'est pas libre éclairé et conduit à la contrainte, parce que les personnes payent des sommes qu'elles ne devraient pas payer pour travailler. Et l'isolement, c'est souvent des gens qui ne parlent pas la langue ou qui n'ont pas accès à des procédures de plainte. Et ensuite, le fait de ne pas pouvoir circuler librement. Et on le rencontre souvent dans les pays qui manquent de main-d'œuvre et qui ont besoin d'une main-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'on veut valoriser ce travail agricole pour qu'on ne parte plus de ce travail. Et d'autres pays à côté ou d'autres populations, des populations indigènes parfois, qui, eux, n'ont pas de travail et qui ont besoin de ce travail et qui vont venir et qui vont migrer. Et à ce moment-là, comme souvent, on ne peut pas arriver directement comme ça. Il y a des agences où il y a, je sais que du Mali à Côte d'Ivoire, c'était souvent des marabouts qui prenaient les enfants et qui les amenaient pour donner une éducation, mais en fait, ils ne donnaient pas d'éducation. Voilà, donc c'est soit des agences familiales, entre guillemets, soit des vraies agences qui amènent ces personnes et qui leur font payer des choses qu'ils ne devraient pas payer et ils deviennent en situation de travail forcé. Donc, c'est manque de main-d'œuvre de faible qualification et une migration. Et pour le travail des enfants, on retrouve ça plutôt dans les secteurs à faible qualification et vraiment dans l'agriculture, l'extraction, les matières premières surtout. Merci Martine. Désolée, j'étais peut-être un peu longue, mais Non, je ne sais pas si non, j'ai non, mais répondu à tout. le sujet est toujours intéressant et à débat. Et enfin, moi, pour l'avoir pratiqué aussi, j'abonde dans le sens, enfin, c'est le pragmatisme qui est intéressant. Les textes de l'OIT sont extrêmement bien faits et clairs, moi, je trouve. Il y a encore trop en effet, peut-être dans de grosses entreprises, on l'a vu nous chez des clients qui vont mettre interdiction absolue de travail des enfants à 18 ans, qui est
un peu aberrant d'un point de vue réalité de terrain et donc pas toujours très adapté. Et en même temps, il faut bien faire progresser le sujet. Donc, c'est par des analyses justement du terrain expérimental que c'est intéressant de voir les solutions. Donc, c'était intéressant d'entendre toutes ces subtilités, je trouve. Peut-être une question alors le travail forcé, peut-être un petit point rapide, mais comme on va écouter Marc par la suite, peut-être sur justement euh, comment on transforme l'essai sur le terrain, comment on convainc aussi les entreprises et ses fournisseurs aussi de passer à l'action et de ne pas se cacher justement derrière oui, mais vous savez, chez nous c'est comme ça et ça a toujours été comme ça, etc., etc. Comment on a, par l'expérimentation, est-ce qu'il y a des leviers de conviction? Le business, parler de business. On ne parle jamais droits humains, nous. Par le biais du business, c'est-à-dire que ce que nous, on appelle droit, enfin, je sais par exemple que l'année dernière au Costa Rica, il y avait des enfants de 7 ans qui travaillaient pendant les vacances scolaires, hein, et qui travaillaient et ils étaient à côté de moi et en fait, les planteurs me disaient: «Mais c'est pas des enfants, c'est des adolescents». Donc déjà, avoir la même définition des choses et puis, prendre du temps, discuter, faire la relation avec, le business. Il faut surtout faire la relation avec le business, la qualité, l'impact environnemental. Il faut de la cohérence quand on travaille avec un fournisseur. Il faut surtout pas qu'on ait la notion de travail des enfants et travail forcé en dehors du business. C'est intégré. Et pour nous, c'est un moyen de persuader, c'est qu'on ne persuadera pas en travaillant directement. C'est pas leur cœur de métier. C'est un sujet compliqué. C'est difficile de dire aux gens, bah, pénalement, vous êtes responsable, alors qu'ils savent pas trop. Parfois, c'est tellement complexe qu'ils savent même pas qu'ils ont quelqu'un en situation de travail forcé. Enfin, ça vient d'un maillon de la chaîne et tout ça. Donc nous, ce qu'on a appris, c'est d'être extrêmement humble et de parler et d'essayer d'intégrer et de montrer que tout est interrelié. Voilà. Je ne sais pas si j'ai apporté une réponse. Si, si, c'est extrêmement intéressant et riche d'enseignements pour les leviers. Alors, il est 44, je pense qu'à 45, il faut passer, il me semble, dans le timing à Marc, mais il y a une petite précision quand même qu'on peut prendre, je pense. Donc, quand vous dites relation avec le business, est-ce que ça sous-entend risque d'image, de réputation ou d'autres éléments? Est-ce que vous pouvez peut-être repréciser ce qu'on va entendre derrière les leviers business? Alors, on travaille. Le risque d'image a été très à la mode à un moment donné, surtout les agences d'évaluation comme Vigeo, tout ça, parlaient beaucoup de risque d'image, risque réputationnel et tout ça. Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment très loin pour les fournisseurs. Ils vont peut-être avoir un risque plutôt de commercial, mais le risque d'image pour eux n'est pas, enfin, c'est pas toujours le levier, le levier. Mais si on parle de risque d'image, ça veut dire qu'on ne se passe pas au même niveau, en fait. Donc c'est moi je crois qu'aujourd'hui, au-delà du risque pour l'entreprise, quel que soit le risque, ils ont une obligation parce que c'est vraiment les principes directeurs de l'ONU, la loi sur le devoir de vigilance, que demandent les États-Unis aussi, ce que va demander l'Europe. C'est plutôt quel est mon impact, direct ou indirect, sur les populations les plus vulnérables. Et ça, il faut maintenant changer de braquet et ne plus parler que de risque pour l'entreprise. Et peut-être que en travaillant vraiment sur les risques pour les populations vulnérables, on aura un impact à long terme sur le risque de l'entreprise, alors que qu'en travaillant sur les risques de l'entreprise, on n'a pas d'impact à long terme sur les risques de l'entreprise parce que les risques je dis simplement Hmm. que je pense, nous, on essaie de réfléchir de façon pragmatique en essayant de trouver l'angle.
mais on ne prend plus du tout l'angle risque d'image, parce que c'est des risques pour l'entreprise, c'est le problème de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on en est au risque pour les populations impactées. Par exemple, je pars